Le podcast Recruter demain, c'est l'envers du décor du recrutement. Ce que personne ne vous dit, mais que vous vivez tous les jours. Des décisions de dirigeants, des erreurs qui coûtent des mois, des méthodes concrètes pour recruter. Si vous voulez arrêter de recruter à l'aveugle et reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit. Eagle Rocket, votre partenaire pour vos recrutements de demain. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que tout dirigeant, tout manager rencontre. C'est presque un rituel. Un poste clé se libère, le directeur commercial s'en va, le responsable d'une ligne de production part à la retraite. Et là, la question tombe, immédiate, presque binaire. On promeut quelqu'un de l'équipe ou on va chercher la perle rare à l'extérieur? Et c'est précisément le côté binaire de la question qui est en fait le premier piège. On la traite comme un choix tactique, une simple case à cocher, option A ou option B. Comment remplacer Pierre par Paul le plus vite possible pour que le service continue de tourner? Mais en faisant ça, on passe complètement à côté de l'essentiel. Ce n'est pas un remplacement, c'est un acte de pilotage. Un acte de pilotage. C'est-à-dire que la décision va bien au-delà de la personne, de ses compétences. Exactement. Ce choix engage la trajectoire de l'équipe pour les 3, 4, 5 ans à venir. Choisir l'interne, c'est envoyer un message. Choisir l'externe, c'en est un autre, tout aussi fort. On ne cherche pas juste à pourvoir un poste. On décide si on veut de la continuité ou de la rupture, si on veut consolider une culture ou la transformer. C'est une des décisions les plus stratégiques qui soit, mais elle est souvent prise dans l'urgence en s'appuyant sur des idées reçues. Justement, parlons-en de ces idées reçues. La première, la plus répandue, c'est celle du portefeuille. Le recrutement interne, c'est plus rapide et moins cher. Tout le monde se dit ça, non ? On prend quelqu'un qui est déjà là, on économise les frais de cabinet, on gagne 3 mois sur le processus, le candidat connaît déjà tout le monde. Sur le papier, l'affaire semble pliée. C'est une illusion d'opticien. On regarde le coût direct, qui est effectivement proche de zéro. Et on ignore complètement les coûts cachés, qui eux sont massifs. Prenons un cas vécu, je l'ai vu maintes fois. Une entreprise industrielle promeut son meilleur technicien au poste de responsable de maintenance. Il est brillant, il connaît les machines par cœur, tout le monde l'adore. Le choix parfait, en apparence seulement. En apparence seulement. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? En coulisses, ce technicien n'a jamais managé une équipe de sa vie. Il ne sait pas fixer les objectifs, mener un entretien annuel, gérer un budget ou recadrer un collaborateur. Résultat, il va apprendre sur le tas. On estime qu'il lui faut en moyenne 6 à 8 mois pour devenir à peu près opérationnel. 8 mois. 8 mois pendant lesquels son service n'est pas managé efficacement. Mais ça, ce n'est que la moitié du problème. Et quelle est l'autre moitié? Pendant qu'il apprend son nouveau métier de manager, qui fait son ancien métier de technicien expert? Ah oui. Personne. Personne. Le poste qu'il a libéré, celui où il excellait, est devenu un trou dans l'organisation. Et ce trou-là, il est souvent très difficile à combler parce que l'expertise pointue, c'est rare. Donc on ne gagne pas de temps, on en perd doublement. L'économie sur les frais de cabinet se transforme en une perte de productivité bien réelle qui se chiffre en dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc si je comprends bien, on pense faire une économie, mais en réalité on crée 2 problèmes de performance au lieu d'un. Un manager qui n'est pas encore manager et un expert qui n'est plus expert. C'est une double peine. C'est exactement ça. On déshabille Pierre pour habiller Paul, et au final, les deux en froid. D'accord, l'argument du coût et de la rapidité pour l'interne est donc un leurre. Mais à l'inverse, on entend souvent l'argument massu pour le recrutement externe, ce fameux « regard neuf ». On rêve tous de ce candidat qui arrive de l'extérieur et qui, d'un coup de baguette magique, va bousculer les habitudes, résoudre des problèmes qu'on ne voit même plus. C'est quand même une idée séduisante, non? C'est très séduisant, mais c'est aussi très risqué. Le problème du regard neuf, c'est qu'il est souvent un regard ignorant. Le nouvel arrivant débarque avec ses certitudes, les méthodes qui ont fonctionné dans son entreprise précédente, et il veut les appliquer à l'identique. Sauf qu'il ne connaît rien à la culture, au réseau d'influence informelle, aux échecs passés qui expliquent pourquoi les choses sont comme elles sont. C'est le fameux rejet de greffe. Précisément. J'ai vu un directeur commercial, transfuge d'un grand groupe, arriver dans une PME familiale en forte croissance. Sa première décision a été de mettre en place des reportings quotidiens ultra détaillés sur l'activité de chaque vendeur. Dans son ancien monde, c'était la norme. Mais ici, l'équipe, composée de commerciaux très autonomes, très fidèles, l'a vécu comme une marque de défiance absolue. L'ambiance s'est dégradée en 15 jours. Il n'a jamais compris que la culture de la confiance et de l'autonomie était le principal moteur de la performance de cette entreprise. Son regard neuf a failli détruire ce qui fonctionnait le mieux. Mais n'y a-t-il pas des situations où une entreprise est tellement sclérosée qu'un choc externe, même brutal,
est la seule solution pour survivre. Si, absolument. Parfois, cet électrochoc est vital. Mais un regard neuf n'est efficace que s'il prend le temps de devenir un regard éclairé. Le bon candidat externe, c'est celui qui passe les 3 premiers mois à écouter, à observer, à comprendre les codes, avant d'agir. Celui qui veut tout changer dès la première semaine est presque toujours voué à l'échec. Il se met à dos ceux-là même dont il a besoin pour réussir. On voit bien que les évidences sont trompeuses. Alors, si l'enjeu n'est ni le coût, ni le regard neuf, où se situe-t-il vraiment? Commençons par la promotion interne. Quel est son véritable intérêt stratégique? Son intérêt, c'est la culture et la motivation. Chaque promotion interne est un signal extrêmement puissant envoyé à toute l'organisation. Le message, c'est « ici, il y a des perspectives. Si vous vous investissez, si vous êtes performant, vous pouvez grandir avec nous ». C'est la meilleure façon de valider la culture dans l'entreprise et la valeur de ses collaborateurs. C'est le levier de fidélisation le plus puissant qui existe, bien plus que n'importe quelle prime. On montre un chemin aux meilleurs et on leur donne une raison de rester. Ça, c'est le scénario idéal. Mais dans la réalité, on a tous vu des promotions internes tourner au fiasco. C'est là qu'on tombe dans ce que certains appellent le piège de la compétence, n'est-ce pas? C'est le premier risque majeur et le plus fréquent. On prend le meilleur commercial, celui qui explose tous ses objectifs, et on le nomme directeur commercial. C'est une erreur de raisonnement, fondamentale. Être un excellent vendeur et être un excellent manager de vendeurs, ce sont 2 métiers radicalement différents. Qu'est-ce qui les différencie si fondamentalement? Le meilleur vendeur est souvent un loup solitaire, centré sur sa performance individuelle. Son plaisir, c'est de conclure une affaire. Le manager, lui, doit trouver son plaisir dans la réussite des autres. Ses compétences clés ne sont plus la négociation ou la persuasion, mais le leadership, la communication, la stratégie, la gestion de budget, le recrutement, le développement des talents. Des compétences qu'un pur technicien ou commercial n'a souvent jamais eu l'occasion de développer. Sans un accompagnement très sérieux, formation, coaching, mentorat, on prend le risque immense de perdre un excellent commercial et de gagner un très mauvais manager. Et même si la personne a ce potentiel de manager, il reste un autre obstacle, plus subtil, l'équipe. Comment on gère le fait que son ancien collègue de bureau devienne son boss le lundi matin? C'est le second risque, le risque politique. Une promotion n'est jamais neutre. Du jour au lendemain, celui qui était impair devient le supérieur hiérarchique. Ça crée inévitablement des tensions, des jalousies, des frustrations chez ceux qui se sentaient peut-être tout aussi légitimes pour le poste. Le nouveau manager doit alors diriger une équipe où les relations de confiance sont à reconstruire sur une base totalement différente. Il doit asseoir sa légitimité non plus sur son expertise technique, que tout le monde connaît, mais sur son autorité managériale, qu'il doit encore prouver. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement délicat. Face à ces 2 risques, la tentation est grande de se tourner vers l'extérieur pour éviter ces complications. Mais si on écarte l'idée du regard neuf, quelle est la bonne raison stratégique de recruter en externe? La rupture. On ne recrute pas à l'extérieur pour faire la même chose en un peu mieux. On recrute à l'extérieur quand un changement de cap radical est nécessaire. Soit parce qu'il nous manque une compétence critique absolument inexistante en interne, pour lancer une nouvelle activité par exemple, soit, et c'est le cas le plus fréquent, parce que la culture d'une équipe ou d'un département doit être profondément transformée. Pourquoi un manager interne ne pourrait pas mener cette transformation? Changer. Si une équipe sous-performe depuis des années, si les processus sont sclérosés, si la culture managériale est toxique, un manager issu de cette même équipe aura toutes les peines du monde à imposer une rupture. Même inconsciemment, il est lié par l'histoire, par les relations passées, par le fameux « on a toujours fait comme ça ». L'externe, lui, n'a pas cette dette. Il a les mains libres pour prendre les décisions difficiles, réorganiser l'équipe, arrêter un projet, changer les méthodes de travail. Son rôle est précisément d'incarner cette rupture. Et parfois, ce n'est même pas un choix. Exactement. Parfois, le marché vous envoie un message très clair. Une entreprise lance une recherche en interne et personne ne postule, ou les candidats n'ont tout simplement pas le niveau. C'est ce qu'on appelle une prospection infructueuse. Ce constat, qui peut être douloureux, est en fait très sain. Il oblige la direction à se confronter à la réalité, à clarifier ce qu'elle cherche vraiment et à comprendre ce qui lui manque. L'externe devient alors un révélateur des propres lacunes de l'organisation. On voit bien que la question est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. On a l'impression d'être face à un choix cornélien à chaque fois. La continuité et ses risques, ou la rupture et ses dangers. Comment on sort de cette opposition? En arrêtant de penser en « ou », la bonne approche n'est pas interne ou externe, mais interne et externe.
La vraie question stratégique pour un dirigeant n'est pas qui choisir pour ce poste, mais plutôt comment construire une organisation où les deux options sont toujours viables et de grande qualité. Il faut voir la gestion des talents comme on gère un portefeuille d'investissement. Il faut de l'équilibre, de la diversification. Concrètement, ça veut dire quoi, gérer un portefeuille de talents au quotidien? Ça veut dire travailler sur deux axes en permanence. Le premier axe, c'est le développement du vivier interne. Et ça ne consiste pas seulement à repérer les hauts potentiels une fois par an dans un coin. C'est un travail de fond. Créer des plans de carrière clairs, donner aux talents des projets transverses pour les exposer à d'autres facettes de l'entreprise, les former au management bien avant qu'ils ne deviennent managers. C'est un investissement continu pour s'assurer qu'on a toujours des solutions crédibles en interne. D'accord. Et le deuxième axe? Le deuxième axe, c'est de rester attractif et connecté au marché externe. Maintenir une marque employeur forte, être visible, savoir où sont les meilleurs talents dans son secteur, même quand on n'a pas de poste ouvert. C'est un travail permanent de veille et de réseau. Quand on a ces deux piliers solides, un vivier interne riche et une bonne connaissance du marché externe, la décision pour un poste donné n'est plus un pari angoissant. Elle devient un diagnostic. Un diagnostic. C'est-à-dire que la réponse devient évidente. Qui peut faire le job? On se pose la seule question qui vaille. De quoi cette équipe a-t-elle besoin maintenant pour passer à l'étape suivante? On analyse la situation avec lucidité. Est-ce que l'équipe sort d'une période de turbulence et a besoin de stabilité, de renforcer sa culture, de capitaliser sur ses acquis? Si la réponse est oui, alors le choix interne s'impose. On choisit la continuité. Et si le besoin est tout autre? Si le diagnostic est l'équipe est dans une impasse, le marché a changé et nos compétences ne sont plus adaptées, nous avons besoin d'une transformation profonde pour survivre, alors le choix externe est le bon. On va chercher dehors l'expertise, le leadership et l'énergie de la rupture qui nous manquent dedans. Le choix n'est plus guidé par la facilité, le coût ou une idée reçue, mais par une intention stratégique claire. On ne subit plus le recrutement, on le pilote. En regardant votre dernière décision de recrutement pour un poste clé, a-t-elle été prise pour combler un vide rapidement ou pour délibérément construire l'avenir de votre équipe?